Salut les terriennes, salut les terriens, bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 4 terriens de choix avec nous ce soir. Enora Malagré. Enora, bonsoir. Coucou chérie. Alors, vous êtes la chroniqueuse vedette de la célèbre émission de D8 Touche pas à mon poste. Et vous avez tellement de succès, Enora, qu'on dit plus la blonde à côté de Cyril Hanouna, mais le vendeur de roses pakistanais à côté d'Enora Malagré. Mais non. Non. Edwy Plenel. Alors, Edwy Plenel, bonsoir. Karachi, Cahuzac, Bettencourt, Dassault, c'est Mediapart qui sort toutes les affaires dans ce pays. Et pour aider les autres à devenir eux aussi de bons journalistes d'investigation, vous lancez la moustache Edwy Plenel. Voilà. Ça se pose très facilement. Tout le monde peut en acheter et se la mettre. Florian Philippot, bonsoir. Alors, Florian Philippot, vous nous direz ce soir que vous vous inquiétez beaucoup de la montée du Front National dans les sondages, parce qu'il ne faudrait pas que ça monte trop et que vous soyez obligé de gérer le pays quand même. Ça commence bien. Ça commence bien. Gentiment. Et Sohan. Bonsoir. Alors, Sohan, vous êtes célèbre pour avoir gagné la Nouvelle Star après avoir chanté dans le métro parisien. C'est exceptionnel. En général, les gagnants de la Nouvelle Star chantent dans le métro après l'émission. Pas avant. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Pierre Rabhi, le petit immigré algérien devenu le pape de la décroissance. Un personnage exceptionnel. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h25 avec les gréements de fortune. Alors, Edwy Plenel, rebonsoir. Bonsoir. Edwy, vous êtes le Superman du journalisme d'investigation. C'est Mediapart qui sort toutes les affaires dans ce pays. Bien sûr, Jean-Michel Apathy aimerait bien vous aider, mais il a les répétitions du Grand Journal. Oui, il est très occupé. Alors, le nouveau dossier brûlant de Mediapart, c'est une affaire politique énorme. Vous seriez sur le point de révéler que Manuel Valls aurait été socialiste quand il était jeune. Ça a l'air incroyable. C'est surtout un immigré qui a oublié ce que c'était d'être immigré. Alors, autre scoop de Mediapart, vous auriez la preuve que Jean-Marc Ayrault serait vivant. Ça, je pense que la preuve, on la voit là. Ouais. C'est le seul qui est un peu tient bon. Celui qui est silencieux et dont on peut se demander s'il est vivant, c'est François Hollande. Oui. Alors, sur le fils Fabius, là, Thomas, vous n'avez pas voulu enquêter, c'est trop facile, c'est ça? Non, mais le fils Fabius, c'est le fils Fabius. Oui. Il ne fait pas de politique. Non. Nous, on s'intéresse aux affaires publiques, pas aux affaires privées. Alors, la seule grosse affaire que vous n'ayez pas sortie, c'est la liaison entre François Mitterrand et Christine Bravo. Là, cette fois, c'est elle qui a balancé. Sérieux? Ouais. Alors, on veut bien tout pardonner à Mitterrand, Pétain, la Francisque, Bousquet, les écoutes, le Rainbow Warrior. Mais bravo, quand même. Vous saviez pas? Non, j'ai C'est pas elle qui l'a suivi. dit. Je suis mauvais sur tous ces coups-là. Ouais, vous êtes pas Vous devriez faire Mediapart People. Écoutez, en fait, je cherche quelqu'un dans le club participatif de Mediapart. Ouais. J'ai trouvé le titre, c'est un peu macho, je veux dire, je voudrais l'appeler Chez le coiffeur, Ouais. et qu'on fasse le people rigoureux, Ouais. avec les petits bruits sérieux, recoupés et tout. Mais il n'y a personne pour faire Là, ça. Bravo, elle a dit que c'était pas vraiment vrai, tout ça. Enfin, elle est un peu revenue sur ses dires. Vous saviez pour Bravo et le maréchal Pétain? Non, vous n'étiez pas au courant. Remarquez, au début de son mariage, Jacques Chirac aurait eu une aventure avec Bernadette. Alors. Donc, passons aux choses sérieuses, mon cher Edwy. Le pari de Mediapart est gagné. Il s'accompagne d'une rentabilité à 2 chiffres. Et là, c'est le drame.
Le taux de TVA que vous vous êtes attribué, 2,1%, celui de la presse papier, risque d'être porté à 19,6% par la Commission de Bruxelles, quoi. Non, c'est faux, c'est faux. Actuellement même, le gouvernement français défend un principe qu'il défend depuis 2009. Le président Sarkozy, la Cour des comptes, les ministres de la communication, les parlementaires, tout le monde le dit. Neutralité. La presse, c'est indépendamment du support. Donc Mediapart, depuis le début, avec tous les syndicats professionnels, défend l'égalité et la transparence. Nous ne touchons pas un centime d'aide de l'État, pas un centime venu des contribuables, parce que ceux qui s'arrogent ces avantages-là sont ceux qui touchent, et les chiffres sont publics maintenant. L'Express, plus de 6 millions d'aides directes par an. Le Monde, 19 millions. Le Figaro de M. Dassault, Dieu sait s'il a de l'argent, 18 millions sur nos impôts par an. Mediapart, 0. C'est nous qui avons mené la bataille pour la publicité de ces chiffres. Ils étaient opaques. Et dernier point, Mediapart, on publie nos comptes chaque année. On est les seuls avec le Canard enchaîné. Vous connaissez les comptes de tous ces journaux? Non. Vous savez combien ils touchent, comment on leur combine et tout? Rien. Donc nous, on est clean. Alors Edwy, la force de Mediapart, c'est de refuser les rumeurs et de chercher les preuves. On va donc faire une interview, rumeur ou preuve. Nicolas Sarkozy est innocent dans l'affaire Bettencourt. Rumeur ou preuve? Preuve que cette formule est fausse. Ouais. Nous l'avons expliqué. Ouais. Les juges d'instruction ne sont pas là pour dire si on est innocent ou coupable, c'est le tribunal qui le décide. Ils sont là pour dire s'il y a des charges et si elles sont suffisantes. Dans le cas de M. Sarkozy, nous avons publié tous les attendus. Ils ont dit oui, il y a des charges, mais nous estimons qu'elles ne sont pas suffisantes pour l'envoyer devant le tribunal. Donc il n'est pas vraiment innocent. Il n'est ni innocent ni coupable. Il y a des charges, mais elles ne sont pas suffisantes. Ben voilà. Chacun juge. Kadhafi a financé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Rumeur ou preuve? Preuve. Mediapart l'a démontré, Voilà. a donné les documents, bien sûr. François Hollande est incapable de prendre des décisions. Rumeur ou preuve? Non, il prend des décisions, mais il ne prend pas les bonnes. D'autres ministres que Cahuzac ont des comptes en Suisse. Rumeur ou preuve? Probable, mais pas prouvé. Mediapart a été entravé sur ses investigations après l'affaire Cahuzac par justement des rumeurs. Les rumeurs, vous savez à quoi ça sert? À faire dire, ils sont en train de chercher dans telle direction, et du coup, faire taire les sources. Vous avez vu ce qui est passé sur la source essentielle de l'affaire. Le banquier Condamin Gerbier, mis en prison. Il a dit qu'il n'y avait plus rien, lui. Non, non, il n'a pas dit ça, c'est pas vrai. On l'a rapté, l'État suisse l'a rapté, parce qu'il a tout révélé. Et ce qu'il a révélé, les juges travaillent dessus. Mais on l'a mis au trou, au gnouf. Et donc, attention, la rumeur est une façon de tuer l'information. Serge Dassault a acheté des voix à Corbeil-Essonnes. Rumeur ou preuve? Preuve à la puissance 1000. Mediapart. Oui, j'ai l'a entendu confirmé. quand il dit, écoutez, c'est pas mon problème, Younes devait vous donner de l'argent. Si vous ne l'avez pas donné, c'est pas de ma faute. Mais C'est là, sur il votre site, s'agissait ça. d'1,7 million. Vous vous rendez compte? Un milliardaire, industriel, fabricant d'armes, sénateur, patron de groupe de presse, qui, pour avoir ce statut d'élu, prend les quartiers populaires avec un immense mépris, parce que c'est des montants où on gagne avec M. Dassault de la main à la main plus que dans le trafic de drogue. Et vous savez la suite quand même, c'est que quand on achète, c'est comme dans un polar. Eh bien, les gens, tu m'as redistribué l'argent? Ah ben non, tu Bah ne oui, l'as c'est pas. ça, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on défouraille. Les gens qui ont piégé M. Dassault, il y en a un qui a eu 3 balles dans le buffet quand même. Exact, vous l'aviez prévu? Oui. Eh bien, très bien. Voilà, Edwy Plenel, Mediapart. Enora Malagré. Rebonsoir. Je connais personne d'autre au monde qui s'appelle Enora. Ça fait marque d'assouplissant, mais... Ça veut dire mère nourricière en breton. Oh, que c'est beau. Ah, Alors, je breton, suis deux désolé. bretons, oui. Alors, vous êtes donc, Enora, la révélation télé de l'année. Comme quoi, il y a encore de la place pour des jolies blondes aux yeux bleus avec des gros seins. C'est rassurant. C'est ça, Thierry, merci. D'ailleurs, maintenant, quand on dit la blonde de David, c'est plus Laurence Ferrari, c'est vous. Non, quand même pas. Laurence reste la top woman de David. Oh, Bah oui. quelle humilité. Alors, Enora, vous avez la réputation de dire ce que vous pensez, mais rassurez-nous, est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites?
Malheureusement, oui. Alors, vous avez déclaré il y a quelque temps que votre pire ennemi, c'était De Chavannes. C'est pas la cellulite, plutôt, non? Mais c'est Non, mais attends, C'est quoi ce Edwige, macho, là elle allume tout le monde toute la semaine. Mais donc, t'es sérieux? Mais ça va pas, gros Quoi macho dégueu. Gros là. macho. Non, mais ça va pas. Et De Chavannes, en fait, vous dites c'est mon pire ennemi, j'ai travaillé chez lui, c'était horrible et tout. Non, lui j'ai dit, jamais lui dit dit que je la j'avais connais pas, travaillé cette chez lui. fille. Je l'aime pas, j'ai le droit de pas aimer les gens. Alors, en revanche, concernant Antoine de Caunes, Oui. vous dites avoir eu envie de chialer Ouais. en le voyant interviewer Nabila. Oui. C'est pas le fait que le Grand Journal soit à 500 000 de plus que Touche pas à mon poste qui vous donne envie de chialer, non? Non, on est ravis, ça marche, le Grand Journal. C'est nos grands cousins, on est super contents, mais c'est vrai que ça nous a un peu surpris qu'ils reçoivent Nabila. On est Ouais. une émission média, on parle de toutes les émissions. Et la folie de Canal, la folie de Rodolphe Belmer, d'Araprikian, c'est quand même de nous laisser dire tout ce qu'on pense, C'est génial. Bah, c'est même bien. de ne pas être tendre avec des émissions Ouais. cousines. Il y a aussi le patron de Télé 7 jours qui bosse là-bas, Ouais. Thierry Moreau. Thierry Alors lui, Moreau. il espère avoir le prix Albert Londres depuis qu'il a découvert que TF1 avait diffusé un épisode de Dr House qui n'était pas celui annoncé dans Télépoche. Ah, c'est pas... Il a besoin de la moustache, hein. Parce qu'il y a plus de trucs à dire sur la télé, là. Alors, Enora, vous dites tout, hein. Vous dites « je suis sans filtre ». Et récemment, vous avez dévoilé que vous étiez bisexuel. Alors, j'ai une phrase de Woody Allen pour vous. Le bisexuel a quand même 2 fois plus de chances de ramener quelqu'un quand il sort le samedi soir. Mais c'est bien pour ça. Mais voilà, c'est un appel d'offres, en fait. Mais je suis quand même pas autant galère. Non. Ça me semble important de le dire. Voilà. Ça peut aider aussi des gens. Ça peut décoincer... Un Flo. Vous êtes pas bi, vous? Non. Non, vous êtes pas bi? D'accord, Non. je voulais savoir, juste. Alors, on va passer maintenant à la vraie Enora. Oui. Enora, Oui. que pensez-vous réellement d'Enora Malagré, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste? Elle est saoulante. Elle parle trop fort. Elle vous énerve? Elle m'agace. Ouais. Mais elle est sympa, dans le fond. La dernière fois qu'elle aurait mieux fait de fermer sa gueule, Enora Malagré? Ce matin, Voilà, ça m'arrive quand même très c'est très souvent. récent. Qu'est-ce que vous n'aimez pas physiquement chez Enora Malagré? Ses dents. Faites voir. Bah, c'est le mur de Berlin, quoi. Mais avant qu'il se pète. Tu vois. Non, ça va. On dirait un gros mur. 8 000 € par mois, vous pensez qu'elle les vaut, Enora Malagré? Mais surtout qu'elle ne les a pas. Ah. C'est bien plus. Non, je déconne. Mais non, c'est moins. J'aimerais bien, moi, 8 000 € par mois, t'imagines? Ça serait canon. Non, c'est pas Alors, ça. Enora Malagré dit beaucoup de mal des gens. Vous pensez qu'elle va faire carrière? Non, je pense pas. Pourquoi? Bah, parce que je pense que je fais chier trop de gens. Donc on va tout faire pour que je Oh fasse non. une toute petite carrière. Mais c'est pas grave. Mais non, arrêtez. Mais c'est parce que mon métier, c'est pas ma vie. C'est pas grave si ça dure pas. Là, je profite. Vous pensez qu'elle va se retrouver, comme toute sa famille, dans un bistrot en Bretagne? Probablement. Probablement. Et elle sera très heureuse. Elle aura 3 chiens, Elle 4 boira des coups, poneys. on dira « Ah, je vais vous Et raconter voilà. Cyril Hanouna, moi ». Ouais. Enora Malagré. Sohan, rebonsoir. Antisocial, perte sans froid. Repose à toutes ces années de service. Alors, Sohan, vous êtes chanteur. J'ai l'impression, ouais. Vous sortez actuellement votre 3e album intitulé Sens interdit. Vous êtes ancien vainqueur de l'émission La Nouvelle Star. Et vous avez commencé à chanter dans le métro. Tout à fait. Alors, il faut donner combien à un chanteur dans le métro pour pas passer pour un salaud, en fait? Non, mais sérieux, sérieux. Bah, c'est cool de. À partir de 50 centimes, on est content, quoi. À 50 centimes, ça va. Ouais, parce qu'une fois, il y a Vincent Delerme qui est passé dans le métro, je balance, j'aime bien. Et il y a Vincent Delerme qui est passé, il m'a acheté une pièce de 2 €, et par contre, dans le cas de Vincent Delerme, je vais jeter dessus, quoi. Ouais. Ouais, parce que je me suis dit, bon, soit tu me lâches 10 queues, ou soit tu te caraches, mais Bah ouais, il faut faire un ouais. choix. Mais souvent, les gens, ils donnent de l'argent pour que vous arrêtiez de chanter, en plus. Non, Alors, c'est pas marrant, parce que quand on chante dans le métro, la routine, c'est métro, métro, dodo. non, pas forcément. C'était métro 1 heure par jour. Hein. Ouais, parce que sinon, quand on dort dans le métro, c'est métro, 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 là. Ouais, enfin, j'ai jamais dormi dans le métro, quoi. Mais, Ouais. Alors voilà, le pire de tout, en fait, quand on chante dans le métro, c'est qu'il y a Laurent Dutch qui passe toute la journée pour raconter les stations aux gens. Et ça, c'est insupportable. C'est ce qu'il y a de plus insupportable. Alors, vous avez gagné la Nouvelle Star en 2009.
l'année où, normalement, c'est Camélia Jordana qui devait l'emporter et faire l'amour avec André Manoukian en échange d'un album. Ouais, mais j'ai fait l'amour avec André Manoukian de album. Ah, c'est obligé. Ouais, bah ouais. Alors, beaucoup de gens avaient téléphoné pour vous, hein, à la Nouvelle Star. Pas obligatoirement pour voter, ils voulaient juste signaler à M6 qu'il y avait un mec louche sur le plateau. Voilà. Voilà, après votre victoire, alors Manoukian a déclaré « C'était génial de voir des mémés fans de lui. Elles découvraient un mec à qui elles n'auraient pas donné 1 euro dans la rue, mais elles étaient prêtes à lui jeter leurs culottes sur scène. » C'est pas faux, mais c'est dégoûtant. Ouais. Il y a des gens qui téléphonent pour savoir s'ils peuvent vous offrir des fringues, non? Elles sont très bien, ces fringues. Moi, j'aime bien. Florian? Bien. Ça vous fait... À Forbach. Chacun vient comme il est. Hein. À Forbach. Chez Ardisson. Ouais, elle est bien cette phrase. Alors, Sohan, vous sortez votre 3e album, qui s'appelle Sens Interdit, avec comme premier single Me laisse pas seul, Ouais. avec la demoiselle inconnue. Ouais. Évidemment, tous les cons vous demandent qui c'est, mais bon. Ouais. Qui c'est? Non, mais bon, elle s'appelle Camille en vrai. Ouais. Mais non, c'est quelqu'un. En fait, c'est un peu l'équivalent féminin de moi qui aurait compris comment pas se griller un peu. Alors, c'est un album plus positif que les précédents, hein. Bah, faut dire que le premier Ouais. parlait de la mort et le deuxième de la mort de votre meilleur ami. Donc, ça pouvait être Ouais. que plus positif, en même Ouais, temps. c'est même plus que ma meilleure amie. C'était Ouais. voilà. Et je suis sûr qu'elle est contente que je sois là parce qu'elle vous aimait bien aussi. Bon. Bon, on regarde à quoi ça ressemble. Comment revenir à ton luciole au fond du vin, j'entends rien à te dire. Faudra bien que ça ne mène à rien. Laisse allumer pour les fantômes. On est bien dans ton home, sweet home. Fais comme chez toi jusqu'à demain. Faudra bien que ça ne mène à rien. Laisse allumer pour les fantômes. On est bien dans ton home, sweet home. Voilà, Sohan, Me laisse pas seul, extrait de son dernier album, Sens Interdit, c'est pas mal, hein? Alors, Sohan, on vous a souvent reproché, Éric Nolot le premier, d'être un rebelle marketing. On va voir si c'est vrai ou si c'est faux. On va faire un trash test. Alors, est-ce que vous avez déjà bu des produits qui se mettent habituellement dans des moteurs? Ça, non. Non. Mais parce que j'ai un ulcère, un début d'ulcère, donc Ah je peux oui, pas. donc Je il peux faut pas. faire attention. Ouais. Est-ce que vous avez déjà touché à la trisexualité? Bah oui. Ouais. Non, mais c'est plus marrant, quoi. Est-ce que vous avez déjà frappé une fan? Non. Ça, c'est pas trash, c'est con. Ouais, c'est pas Oui. trash, c'est un peu con. Ouais. Ça ramène pas, toi, sinon je te parle de la trisexualité. Est-ce que vous êtes déjà prostituée? Si on veut. Je me faisais héberger par une meuf qui avait plus de thunes que moi Ouais, en ouais. échange de services, quoi. on va dire. Ouais, ouais. Bah, c'est une forme de prostitution. Ouais, quand même. ouais, mais moi j'assume, hein, je m'en fous. Hein. De toute façon, quitte à baiser une connasse, autant qu'elle fasse un peu un truc utile. quoi. Oh, c'était pour la vanne, je rigole. Est-ce que vous avez déjà porté un slip en cuir? Non, mais je suis pas très slip. Ah oui, moi non Ouais, plus. ouais mais je sais. Est-ce que vous avez déjà porté des menottes ailleurs que dans un commissariat? Surtout en commissariat, mais ailleurs aussi, ouais. Bon. Est-ce que vous avez déjà fait des sex tapes? Oui. Bon, il a tout fait. Je crois qu'il est assez trash quand même. Hein. Est-ce que vous avez déjà sucé le talon aiguille d'une femme? Ah non. Non. Ah bah écoute, Il y a d'autres C'est parties, ce soir. C'est ce soir. Non, non. Mais j'ai d'autres idées. Est-ce que vous êtes déjà rasé tous les poils? J'ai tenté une fois, mais ça brûle. Ouais. C'est horrible. Non, Est-ce c'est que vous pas êtes déjà auto-mutilé? Ouais. Ouais. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'existence m'était pas très supportable et que donc du coup, j'avais une aiguille pour coudre le cuir et je me faisais ça d'un coup Ouais. sur l'épaule. Ouais. Parce que du coup, ça calme tellement que d'un coup, on n'a plus qu'envie de se coucher. Quoi. C'est vraiment, on est... Vous êtes assez trash. Hein. Le test est réussi. Nolo a tort. Antisocial, perds ton sang-froid. Repose à toutes ces années de service. Florian Philippot, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du Front National. Vous êtes énarque. Vous êtes le seul au FN à être énarque. Non. Ah bon? Plus maintenant, non. Parce que sinon, en cas de victoire, vous auriez été ministre de tout. Alors, vous avez été, avant, chevènementiste,
Comment avez-vous pu vous retrouver au FN? Vous avez piqué votre pain au chocolat, vous aussi? Hein? Non, mais j'en suis très fier. Il est Je très préfère bien. largement avoir été chevènementiste que Sarkozy, vous voyez. Vous êtes toujours gaulliste, en fait. Ah, moi, j'ai toujours été gaulliste. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui Et s'est je suis passé venu au Front National par gaullisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Ça parce que, partait bien, voilà, à la base. vous avez dans la tête des idées fausses sur le Front National, mais c'est pas de votre faute. Parce qu'il y a eu beaucoup de ça va, caricatures ça pendant Il y a des des années. gens comme Edwy Plenel qui vous ont beaucoup caricaturé aussi. C'est pas grave. Vous savez, pour savoir ce qu'est le Front National, Oui. c'est comme une voiture. Vous soulevez le capot pour aller voir si le moteur est bon. Il Ouais. faut soulever le Philippot. C'est la Libye. C'est la Libye. C'est la Libye. Il vient, il est propre sur lui, il est énarque et tout. Bah, je dirais alors, soulevez la moustache et vous verrez le militant. Le militant parti pris. Difficile de la soulever. Difficile de la soulever. Et il n'y a plus de journaliste, il y a le militant Non, politique. il Oh, a des Edwy convictions. Bon, Florian Philippot, vous avez été l'artisan de la dédiabolisation du FN. C'est empêcher Jean-Marie Le Pen de sortir de sa maison de retraite. Non, mais la dédiabolisation, pour moi, elle est finie, vous voyez. Ah oui, ça y est. Ah ouais, on est dans l'étape d'après. Ah, d'accord. Hein, l'étape d'après, c'est l'accession au pouvoir. Il y a un truc qui vous chagrine quand même, c'est quand on vous appelle extrême droite, vous dites le FN n'est pas un parti d'extrême droite. Ils le savent, les militants, ça? Parce que ça va pas leur faire plaisir, hein? Non, mais non seulement ils le savent, mais ce sont les premiers choqués et peinés par ça, vous voyez. Nous sommes aujourd'hui défenseurs de la nation. Alors c'est vrai que dans une petite caste médiatico-politique, c'est pas très à la mode la nation. On Ouais. n'aime pas la nation, on Ouais. n'aime pas les idées patriotes, on préfère l'Union européenne, on préfère l'ouverture totale des frontières, mais d'ailleurs économique, migratoire, financière, toute l'ouverture totale des frontières. Voilà. Marine Le Pen a accepté à demi-mot qu'on dise national-populiste. Non, elle n'a pas accepté qu'on dise ça. Je veux dire, le but quand on dit populiste, c'est de dire démago. Oui. Tout le monde l'a compris. En même temps, ça montre qu'on a un sacré mépris pour le peuple. Vous vous appelez comment alors? Vous avez une politique patriotique, nationale, que la gauche n'a pas. Vous avez une politique sociale que la droite n'a pas. Donc vous êtes socialiste et Et vous m'avez national. fait exactement la même démonstration la Mais dernière oui, mais fois. personne ne le dit. Les journalistes français Dites la passent même leur chose du temps général de Gaulle. à ergoter sur le fait que vous soyez extrême droite ou pas. Vous êtes socialiste national, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète On ce sait soir. très bien ce qu'il y a derrière ce terme. Mais ce qu'il y a derrière, Mais- écoutez, c'est la vérité. Je vais vous dire, à ce moment-là, dites ça du général de Gaulle. Il avait une politique économique et sociale infiniment plus sociale que celle du Parti socialiste aujourd'hui, qui est ouvert à l'ultralibéralisme. Et il avait une politique nationale, oui, Oui. il défendait la nation Ah oui. française. Ça fait pas de lui un nazi. Edwy, un mot sur l'appellation. Comment doit-on appeler le Front National, à votre avis, évidemment? Bien sûr que c'est une formation d'extrême droite. C'est une PME familiale, le Front National. Les révélations de Mediapart sur le micro-parti de Madame Le Pen, elle prête Mais micro-parti, des micro-partis, il il y en a s'appelle... dans tous les partis, eh bien, monsieur Plenel, eh bien, si vous êtes honnête. c'est nous qui les avons révélés. Mais c'est pas un scandale. Dès que je dis quelque chose qui C'est est légal. important, Monsieur C'est Philippot légal. m'interrompra. Retenez bien ça. fois que c'est en ce sens-là. Il s'appelle Jeanne, ce parti. Ouais. Vous savez ce qu'il fait? Il a prêté 450 000 € au Front National pour la campagne électorale. À quel taux, tous ceux qui ont des prêts bancaires? 7%. 7%. Imbattable. Et du coup, près de 20 000 € dans les caisses du micro-parti de Madame Le Pen. Et alors, Contrôlé c'est pas par les qui? caisses de Marine Par Le le Pen, même hein. Florian Philippot. Il y a 180 adhérents dans le micro-parti de Madame Le Pen. Vous voyez ce que ça veut dire? Il faut que les militants du Front National sachent ça. C'est tous les copains, c'est tous les copains qui étaient avec Madame Le Pen à Assas, du GUD et autres qui contrôlent les finances. Et enfin, on en parlera tout à l'heure. Quelle est l'histoire de l'extrême droite dans notre pays depuis Maurras, depuis la fin du 19e siècle? C'est, encore une fois, dire aux Français ce mensonge. Vous avez des problèmes, eh bien, on les résoudra en s'attaquant aux étrangers. Les premières affiches du Front National, vous vous en souvenez? Il n'y avait pas beaucoup de chômeurs à l'époque. On disait, leurs affiches, c'était tant d'immigrés, tant de chômeurs. Supprimez les immigrés, il n'y aura plus de chômeurs. C'est un mensonge. Ça fait 40 ans qu'on entend ça. 40 ans qu'on fait cette bataille contre l'étranger en bouc émissaire. Ça a résolu nos problèmes? Ça a résolu nos problèmes d'Europe, nos problèmes de précarité, nos problèmes d'identité? C'est un mensonge total. C'est une imposture totale. Ça n'a rien pu résoudre puisque nous n'étions jamais au pouvoir. Donc, Mais déjà, votre les autres, démonstration est fausse. vous Mais c'est bien, contaminez vous avez- les autres Vous avez forces fait, politiques. monsieur Plenel, votre petit show, c'est bien, vous êtes donné bonne conscience, vous avez mis Non, votre j'ai petite dit mes pièce convictions. dans la machine à Je- morale, à je bonne morale. respecte- je débat des Je vais vous vôtres. dire une chose. Débattez. Vous n'avez pas besoin d'insulter les Non, convictions des j'insulte autres. pas. Parce que quand on nous dit vous êtes haineux, je vous assure que le plus haineux ici, c'est pas moi. Ça se voit. je Chacun, crois, d'ailleurs. les téléspectateurs jugeront. Alors, apparemment, dans votre parti, il y a des gens qui ne savent pas encore
que le parti n'est plus un parti d'extrême droite, comme cette fille qui a traité Christiane Taubira de singe. Elle ne savait pas. Elle a été... Non, mais On lui avait pas dit. Nous avons mis 3 heures pour l'exclure. Je sais que quand M. Bourdoulex a dit des choses épouvantables à l'UDI contre les Roms, l'extermination, Hitler, etc., ils ont mis 1 semaine pour l'exclure. Bien. Ce qu'on peut dire, c'est que toute la presse vous soutient, en tous les cas. Vous avez vraiment... Cette presse-là. Cette presse. Voilà. C'est dingue, c'est dingue. C'est dingue, non? C'est On ne terrible. pourrait pas dire que c'est nous, d'ailleurs, qui mettons maintenant les questions d'immigration dans le débat. Non. Ils les mettent, regardez, ces derniers temps, Valls, Copé. Pourquoi ils mettent les questions dans le débat? Parce qu'ils voient bien que c'est une préoccupation qui monte dans l'électorat et qu'ils essaient de courir après nos électeurs. Non, oui, mais c'est ça. Mais ils sont donc pas vos électeurs, crédibles. mais vous venez de vous griller tout seul. C'est-à-dire que vos électeurs, oui, sont les gens qui pensent ça. Qui pensent immigration nationale, qui pensent dehors l'étranger. C'est les gens qui pensent ça, qui parce que vous pensent venez qu'il faut dire, alors pourquoi maîtriser- ils vous voleraient il faut vos voix maîtriser dans ce cas-là? l'immigration. Pourquoi parce que vous volez vos voix dans ce cas-là? C'est des conneries. C'est des conneries. Eh oh, on va en parler. On va en parler puisqu'on en passe parler, maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko et c'est François Gémen, spécialiste des flux migratoires, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Ce soir, nous nous poserons la question immigration et si ce n'était que le début. Moi, je suis pas une chienne. Après l'affaire Leonarda, qui a mis la France dans tous ses états, cette semaine, c'est Copé qui ajoute de l'huile sur le feu. Les enfants nés en France de parents illégalement installés sur le territoire français ne peuvent pas devenir automatiquement français. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Faut dire qu'en ce moment, la peur de l'étranger est un thème porteur dans l'opinion. Aujourd'hui, 70% des Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers dans notre pays. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de racistes en France. Pourtant, selon les chiffres de l'INSEE, la proportion d'étrangers en France a baissé. En 1982, les étrangers représentaient 7% de la population française. Le seuil de tolérance, il a été atteint. 30 ans plus tard, les étrangers ne représentent plus que 6% de la population. Mais curieusement, moins il y a d'étrangers en France, plus les Français trouvent que les étrangers sont trop nombreux. Difficile de mettre en cause le manque de fermeté des autorités françaises. Il y a une dizaine d'années, sous Jospin, la France expulsait 9000 étrangers par an. L'an dernier, Valls a expulsé 36 000 personnes, 4 fois plus de monde. Aujourd'hui, les seuls immigrés qui réussissent à nous émouvoir un peu, ce sont les naufragés de Lampedusa. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Pour un peu, on serait prêt à ouvrir grand les bras pour tous les accueillir. Mais bon, faut être raisonnable. Comme disait Michel Rocard, nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde, ce n'est pas possible. Désolé les gars, c'est pas de gaieté de cœur, mais va falloir qu'on vous repousse à la mer. Pourtant, la France est toujours prête à voler au secours des opprimés. La preuve, Hollande était à 2 doigts de bombarder Bachar el-Assad pour sauver les victimes de la tyrannie. En revanche, quand il s'agit d'accueillir des réfugiés, c'est une autre histoire. Sur les 3 millions de Syriens qui ont fui leur pays, la France en a accueilli 500. Pas mal. Sauf qu'en Suède, alors qu'ils ne sont même pas 10 millions, ils ont accueilli 17 000 réfugiés syriens. Alors forcément, dans un pays qui a peur des immigrés comme de son ombre, quand on parle des réfugiés climatiques, il y a de quoi se taper une bonne crise d'angoisse. D'ici 2050, entre 200 et 500 millions de terriens seront chassés de l'endroit où ils vivent à cause du réchauffement de la planète. Pourtant, on ne devrait pas paniquer. Sur le long terme, la vraie menace pour l'Europe, c'est la crise démographique. Sans l'apport de l'immigration, d'ici 2060, l'Union comptera 70 millions d'habitants de moins qu'aujourd'hui. Ça a l'air d'une blague, mais bientôt, le vrai problème en Europe, ce ne sera pas qu'il y a trop d'immigrés. Au contraire, c'est qu'il n'y en aura pas assez. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. François Gémen, bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste des flux migratoires. Bienvenue parmi nous. Alors, l'immigration, et si ce n'était que le début, alors on va commencer par l'Afrique. Ils sont 1 milliard, ils seront bientôt 2 milliards. Il y a des guerres, il y a des troubles dans le Sahel. L'immigration africaine va s'amplifier. Est-ce que vous êtes d'accord avec le sénateur Marini qui dit « On regrette Kadhafi parce qu'au moins, lui, il avait signé un deal avec Berlusconi, ce qui empêchait tous ces gens-là d'arriver d'Afrique. » Vous êtes d'accord avec Marini? C'est pas une idée de le regretter ou pas. Je veux dire, effectivement, de toute façon, la situation aujourd'hui avec les islamistes et la charia au pouvoir est pas du tout appréciable pour les Libyens. Mais il est vrai qu'il y avait des accords.
On sait qu'il y avait des accords et il empêchait une immigration encore plus massive vers l'Union européenne, notamment vers l'Italie. Edwy ? Vous savez, il y a une déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée en 1948. Dans l'article 13 et l'article 14 de cette déclaration universelle, il est énoncé 2 droits fondamentaux de l'homme. Le premier, c'est de pouvoir circuler. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Et le deuxième, c'est le droit d'asile. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile. Et vous oubliez un droit important, c'est le droit à l'immigration. On dit aussi toute personne a le droit de quitter son propre pays. Et j'allais y venir parce que c'est le propre de l'homme, c'est de pouvoir bouger. Arrêtons d'avoir peur. Sous votre contrôle, actuellement, je crois que c'est au maximum 3% de la population mondiale qui vit hors de son pays de naissance. Au maximum. Donc, résolvons comment nous affrontons ces problèmes, comment nous discutons de ces problèmes, mais arrêtons de croire que l'on va non seulement empêcher des gens de venir, avoir peur de 40 000 personnes à Lampedusa quand on est un continent de 600 millions d'habitants. François, l'Afrique, est-ce que c'est un réservoir d'immigration qui va se lancer sur l'Europe ? Bien sûr, et heureusement. Aujourd'hui, on a absolument besoin de l'immigration africaine en France et en Europe, partout ailleurs. En 2011, sur les territoires français, il y a eu à peu près 265 000 nouveaux immigrants, à peu près 50 000 Européens. Une partie de ces immigrés étaient naturellement des immigrés qui venaient du Maghreb, à peu près 30-35%, 10% d'Afrique subsaharienne. Et dans le même temps, il y a eu 200 000 Français qui sont partis. Ce qui veut dire que la France se viderait si nous n'avions pas l'immigration. Moi, je veux faire exactement l'inverse. Je voudrais que les Français, et notamment les jeunes talents, restent. Et pour cela, il faudrait relancer la machine France, parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas très attractive, c'est vrai. Et puis, pour le reste, si vous voulez, quand vous dites l'immigration massive qui vient, c'est vrai. Mais ce n'est pas le projet des Français, c'est le projet du grand patronat. C'est lui qui, depuis la fin des années 60, a poussé à l'immigration parce que ça fait de la main-d'œuvre bon marché, docile. Et ça, je trouve que la gauche, notamment, devrait se mortifier d'avoir défendu ce projet parce qu'elle a donné une caution morale à un projet qui est uniquement du fric et c'est quand même de la main-d'œuvre qui fait le travail que les Français ne veulent pas faire. Alors voilà, ça c'est un exemple. On dit ça, pourquoi ? Parce que les Français seraient paresseux ? Non. Les Français ne veulent pas se taper le marteau-piqueur, ça je peux vous le dire. Ils ne veulent pas se taper là, à ce prix-là et dans ces conditions-là. Parce que c'est un moyen pour le patronat de ne pas augmenter les salaires. Il sait qu'il a une réserve de main-d'œuvre derrière qui s'appelle l'immigration. Donc il n'augmente pas les salaires. Voilà, donc il n'améliorera pas les conditions La de travail. République, c'est l'ascenseur social. C'était qui le marteau-piqueur ? C'était les qui les Portugais, travaux ? c'était les Mais Italiens. avant, c'était nous les Bretons, Oui. les premiers migrants de l'intérieur. Encore une fois, désigner l'étranger comme la cause de nos malheurs, Personne n'a c'est dit un ça. mensonge. Personne n'a dit ça. C'est un Juste mensonge. un Personne n'a chiffre dit ça. pour remettre les propos de M. Philippot en perspective. L'immigration de travail en France, sur le nombre d'entrées chaque année, ça représente à peu près 10% de l'immigration. Ça représente à peu près 20 000 personnes. C'est pas beaucoup. Pour un pays de 65 millions d'habitants. Dans un pays où il y a déjà 5 millions de chômeurs, c'est beaucoup. Ah ben voilà, l'étranger, les chômeurs. Non mais excusez-moi, c'est l'étranger, les chômeurs. C'est un mensonge absolu. Non, c'est pas un que mensonge de dire absolu. que les Non, c'est pas un immigrés mensonge prennent le travail des J'ai Français. pas dit ça. L'impact des immigrés sur C'est le taux le d'emploi est mécanisme quasiment que j'ai nul. décrit. Et ils ont Ça même permet un de impact laisser sur le parler. niveau des salaires. Le niveau des salaires augmente légèrement du fait de l'immigration. C'est faux. Vous gagnez C'est faux. 0,27% en plus à cause de l'immigration. C'est faux. Il y a plein de rapports qui l'ont démontré. Et si c'était vrai, je vous assure que le grand patronat ne serait pas le premier défenseur, le MEDEF premier pour défendre l'immigration. Je continue donc avec l'Extrême-Orient. L'Extrême-Orient, c'est le réfugié climatique. C'est-à-dire que le jour où il y aura Sado au Bangladesh, ils seront obligés de partir, ils viendront ici ? Non. Alors, enfin, ce qu'on observe pour le moment, c'est que la plupart des migrants qui doivent se déplacer à cause des dégradations de l'environnement migrent d'abord à l'intérieur de leur propre pays, simplement parce que souvent les frontières sont fermées, pas seulement au nord, mais au sud aussi, et que aussi, et c'est un point qu'on oublie souvent, ça coûte très très cher de migrer, et les populations qui sont touchées par ces changements climatiques sont souvent des populations très vulnérables. Ça veut dire qu'elles bougent souvent à quelques kilomètres simplement, et donc ce sont des migrations en fait de très petite distance. Donc le fameux livre de Jean Raspail, Le Camp des Saints, où on voit 1 million de gens arriver sur les côtes méditerranéennes, pour vous, c'est de la science-fiction ? Dans l'état actuel des politiques migratoires, ça n'a aucune chance d'arriver. D'accord. Alors, est-ce que la France est la championne d'Europe de l'immigration illégale ? Non. Ce n'est pas en France qu'il y a le plus d'immigrés. Si on prend des pays comparables en Europe, le Royaume-Uni, en 2011, a accueilli 550 000 immigrés. Ah ouais. L'Allemagne, 500 000. L'Italie, 385 000.
Et la France, ensuite, 267 000. Ah ouais. Vous le saviez, ça? Ah oui, je le sais. Mais c'est pas une raison, et alors? Oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est ça quand même la apporte à moitié la des France autres, quoi. C'est quand même. Non, mais on a qu'est-ce que ça l'impression- apporte à la Quand on vous écoute, on a l'impression qu'ils sont tous ici. Non, mais 267 000 par an. Parce que moi, on me dit toujours, mais vous savez, ça s'est bien passé pour les Italiens, les Polonais, ça. Je sais, moi, ma grand-mère était polonaise, vous voyez. Ça s'est bien passé. Mais vous savez, les flux n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise économique et sociale gravissime. Il faut dire qui sont ces gens. 60 000 d'entre eux, ce sont des étudiants qui viennent faire leurs études en France. oui. 90 000 d'entre eux, c'est du regroupement familial, c'est-à-dire les époux étrangers des Français Qui date de et leurs enfants. 1975. Ouais. Il y a 20 000 immigrés qui viennent pour des raisons humanitaires, il y en a 20 000 qui viennent pour des raisons économiques. Florian, vous dites que vous pouvez ramener l'immigration de 200 000 à 10 000. Est-ce que c'est possible d'abord? Bah, il va dire Ça non. serait d'abord possible, il faudrait que la France sorte de toute une série d'accords internationaux. Il faudrait qu'elle sorte des accords Qu'elle de redevienne Schengen, par souveraine. exemple. C'est-à-dire qu'elle retrouve des frontières et elle retrouve la maîtrise de sa politique, non seulement d'immigration, mais pas simplement, sa politique Alors, législative. Ça voudrait dire aussi que les Français ne pourraient plus émigrer. François, est-ce que l'immigration coûte plus qu'elle ne rapporte? Selon les estimations, elle coûte entre 4 et 10 milliards. C'est pas tellement les prestations sociales, vous dites c'est la gestion, c'est la police, la justice, l'administration. On a parlé de cette jeune fille qui était reconduite au Kosovo. Le coût annuel des reconduites à la frontière, c'est 400 millions d'euros. Une opération comme celle-là, par personne, ça coûte 21 000 euros aux contribuables. Donc la politique répressive a un coût énorme. Et puis si l'immigration a un impact fiscal qui est légèrement négatif, et la France est une exception d'ailleurs dans les pays industrialisés, d'habitude les immigrés rapportent de l'argent plus qu'ils n'en coûtent. En France, ils coûtent un peu d'argent, c'est avant tout parce qu'on ne les laisse pas travailler. Alors on va conclure. Est-ce que la France peut accueillir toute la misère du monde? Florian. Moi, je suis pour le couple assimilation républicaine. Vous voyez, la langue, que ce soit des gens qui deviennent ensuite français et qui soient pleinement heureux en France, qui aient un boulot, qui aient un logement, qui se sentent bien, qui défendent des valeurs. Donc, ce que Mais vous je dites, dis que ça Florian n'est pas Philippot, possible avec le rythme actuel Ce que vous dites, d'immigration c'est qu'il y a et trop la crise d'immigration. économique. Ce que C'est vous tout. dites, c'est qu'il y a trop d'immigration pour qu'on puisse assimiler correctement tout le monde. Exactement. Monsieur Philippot incarne la dérive des élites françaises, le poisson pourri par la tête. Ils veulent que les pauvres se foutent sur la gueule. Quand les pauvres se font la guerre, les riches ont la paix. Et enfin, je termine. Vous avez oublié dans le sujet la suite de la phrase. C'est quoi la suite de la Rocard phrase? dit « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, virgule. Mais elle doit en prendre sa part. attendez. Dans son modèle, il Tout n'y a est dans pas le de- il y a mais. pas de limite. On doit prendre notre part. Très bien, ce sera le mot de la fin. François, merci d'avoir été avec nous. Et Nora, merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Pierre Rabhi, bonsoir. Alors Pierre Rabhi, au début des années 60, vous arrivez d'Algérie, et plutôt que de vous abrutir dans un travail à l'usine pour pouvoir goûter aux joies de la modernité, la télé, le frigo, la machine à laver, vous décidez de vous installer en Ardèche, dans une ferme, sans eau courante, sans électricité. Un demi-siècle plus tard, vous êtes devenu mondialement célèbre, vous publiez des livres, vous donnez des conférences, vous faites des films. Vous êtes, Pierre, aujourd'hui le pape de la décroissance et un terrien extra. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et j'accueille maintenant Gaspard Proust pour « Elle est pas belle la vie ». Ça fait du bien d'arriver sur Ah, c'est chaud. tant d'amour partagé pendant une heure. Bon, moi, je vais pas parler les sujets immigration, tout ça, non. Leonarda. Ah Ouais. Non, mais la meuf, elle a déstabilisé le pays. Hein. Ouais. Ça a eu des répercussions terribles sur plein de secteurs. Genre, Nabila ne dort plus. Ouais. Elle ne dort plus. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Contrairement à Nabila qui a choisi les paillettes, Leonarda a choisi l'école. Bon, c'est normal. Elle a quand même dû se rendre compte que pour faire escorte, c'était pas gagné d'avance, quoi, tu vois. Non, mais moi, en tout cas, j'espère qu'elles vont pas trop se tirer la bourre parce qu'après, une qui veut faire le buzz, l'autre qui veut faire le contre-buzz. Parce que Nabila, récemment, a fait ça au Grand Journal. Elle a écarté son entrecuisse et on a vu le toboggan à mioche, quoi. On a vu le... Ouais. Non, mais il faudrait pas que Leonarda ait la même idée. Je dis, on reçoit déjà assez d'images violentes de Syrie, tu vois. Alors, Jean-Vincent Placé a réagi. C'est le seul qui réagit. C'est le seul.
qui a fait « on va faire des manifs de lycéens pour manifester pour son retour ». Bon, c'est un peu normal. Hein. Je trouve que Leonarda, elle a tout d'une militante Europe Écologie. Le sex appeal de Duflo, la syntaxe d'Eva Joly et la moustache de Noël Mamère. Mais je dis ça, attention, je vois que Plenel me scrute avec ce petit œil, mais parce que, mince, mais pardon, quoi. Il n'y a pas des sujets plus importants que de stigmatiser les étrangers, Philippot? C'est insupportable. Cette quête du bouc émissaire. Bonjour, petit mouton de l'Aïd. Voir l'autre comme un problème, alors qu'il peut être une solution. Oh, chut, attention, Bambi traverse le plateau. C'est une honte, Ardisson, de ce qui se passe, de fouler aux pieds ces grands principes que sont le droit du sol. Quand je vois chez moi, chaque jour, ma femme de ménage le lustrer avec passion. Notre pays, c'est un grand pays. Et on peut faire des choses, comme dirait, je ne sais plus si c'était Sartre ou Anna Gavalda, mais ensemble, c'est tout. Non, mais nous sommes la République. Pardon, le creuset républicain, ça existe. La grande cocotte nationale qui agglomère tout, c'est pas rien. On pourrait pas se rassembler un peu? Non, mais tout le monde, s'il vous plaît. On pourrait pas un peu touiller, agglomérer notre vivre ensemble dans la fraternité? Il est temps que le peuple de France se lie, il faut que les Français féculent. Oui, l'immigré, c'est quoi? C'est la maïzena du lien social, Ardisson. On a tous vocation à être un flageolet du grand cassoulet national, je vous le dis, moi. Oh, un bisounours qui mange une compote avec un lion. Et est-ce que ce sont vraiment les étrangers qui sont responsables d'après Philippot, c'est les étrangers qui sont responsables des problèmes de la France? On veut nous faire croire que la famille de Leonarda a abusé de la France, qu'elle a volé du travail. Pardon, au contraire, elle en a donné à la CAF, au Conseil Général, à Manuel Valls, à la police des airs et des relais. Et on voudrait se couper de ces relais de croissance. Chut, chut. T'as vu la coccinelle? Elle a dérangé. Moi, quand je vois le périple de cette famille qui a affronté les dangers pour rejoindre la France de son Italie natale, traverser les Abruzzes, la plaine du Pô, les orques du pays du Mordor, les dragons, les agents de Saruman le Gris, l'œil de Schengen qui voit tout, qui surveille tout. Et ils ont évité jusqu'à l'arrivée dans le Doubs, ce pays des hobbits. Voilà. Hein? Je sais pas encore si c'est... Oui, c'est ça. C'est une licorne qui accouche. Non, mais, nous, le pays de Hugo, on se refuserait à accueillir des petits Thénardier? Non, mais s'il vous plaît, les Dibrani sont innocents. Voilà une famille qui a toute sa place en France. À la télé aussi, mais pas à la rubrique fait divers, mais dans une famille en or. Ou une famille en cuivre, je ne sais pas. Il faut être sérieux. Alors, on peut se poser peut-être une seule question, la seule question que personne n'a posée. Ces gens qui viennent pour intégrer un pays plus riche, qui veulent offrir à leurs enfants des meilleures écoles, qui veulent gagner plus d'argent pour progresser socialement et montrer au pays d'origine qu'ils ont réussi. La seule question que je me pose, c'est mais est-ce que la France a les moyens d'accueillir tous ces gens de droite? C'est ça. Mais passons à autre chose. International, les USA espionnent toujours et encore la France, tu m'étonnes. Avec l'affaire Leonarda, dans un monde aussi dur et triste, c'est quand même dommage pour les Américains de se priver de telles barres de rire, quoi. Bon, maintenant qu'ils ont été découverts, les Américains tremblent. Ah oui, quelles vont être les représailles? Parce que Hollande, il va... Ouais. Interdire la parade de Mickey. Oui. Expulser Macronald du territoire. Proposer à une fille Obama de venir étudier en France, mais sans ses parents. Je sais pas. Cocasse. Un Iranien condamné à mort survit à sa pendaison. Alors, non, c'est vrai, à la morgue, il paraît qu'il respirait encore. Alors, non, ce qui est inquiétant, je veux dire, ça fait 40 ans que l'Occident se fait menacer par un pays qui ne sait pas faire un nœud coulant. Oui. Sport toujours. Bertrand Cantat affirme « J'ai commis l'irréparable ». Pourquoi? Il a fait un duo avec La Fouine. Je sais pas. Détendons un peu l'atmosphère. Un Chinois a tué sa sœur à coups d'haltère. Oui.
Bah, c'est le fitness à la chinoise, quoi. Tu fais un exercice, tu perds 55 kilos. Bonne nouvelle. Au cinéma, sortie de Gravity. Donc c'est l'histoire de deux individus qui lévitent dans leur bulle au-dessus de la réalité. En France, on a la version longue, elle dure 5 ans. Voilà. Pas belle la vie. Bravo. C'était Gaspard Proust que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain à 15h sur Canal+, et bien sûr sur canalplus.fr. Terrien, vous aussi, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Pierre Rabhi, rebonsoir. Vous êtes né le 29 mai 1938 à Kenatsa, une oasis algérienne aux portes du Sahara. Alors, votre père est forgeron, votre mère est femme au foyer, mais votre maman meurt quand vous avez 4 ans, et vous n'avez même pas une photo d'elle. C'est terrible de ne pas avoir d'image. Oui, parce que nous avons besoin de nous situer ou de voir quel est l'être qui nous a mis au monde. Et qu'on a la sensation d'être clandestin parce qu'on n'a pas connu l'être humain, la personne, la femme qui vous a donné la vie. Alors, à la mort de votre mère, votre père endosse le rôle de maman auprès des 5 enfants du couple. Il épouse une autre femme et donc il reconstitue le foyer, mais on est dans une configuration différente. Alors, votre père, c'est un forgeron, mais il jouait du luth, il jouait du violon, il écrivait des poèmes. Vous dites, c'est une divinité pour moi. Oui, le souvenir que j'en ai, évidemment, c'est un être d'exception. Alors, au début des années 40, votre père est obligé de travailler dans les mines de charbon exploitées par des entreprises françaises. Tous les soirs, il rentre à la maison couvert de poussière noire. Et là, du noble forgeron, vous ne voyez finalement qu'un homme asservi par le système. Est-ce que c'est de là que naît votre insoumission ? Je pense que oui, parce que la notion d'aliénation entre un homme libre, forgeron, qui fait chanter l'enclume, qui le soir chante, réjouit les autres, anime, etc., et qui finalement finit par devenir quelqu'un qui rentre tous les soirs souillé de charbon, je pense que cette image, disons que cette anecdote n'est pas anodine dans les choix que je ferai plus tard. Alors, pour vous assurer un avenir plus doux, à l'âge de 6 ans, votre père vous confie à un couple de Français. Il veut que vous ayez le savoir des Européens pour vous préparer à affronter le monde moderne. C'est un incroyable sacrifice de se séparer de son enfant pour son bien. Mais c'est aussi une preuve d'amour. Alors, vous êtes donc accueilli par ce couple de Français, catholiques, sans enfants. Lui est ingénieur, elle est institutrice. Vous découvrez la brosse à dents, et pas que ça. Et là, vous commencez à vous poser des questions. Qui a raison? Est-ce que c'est la tradition? Est-ce que c'est la modernité? Vous commencez très jeune à vous intéresser aux philosophes. Parce que ce sont ceux vers lesquels on va pour essayer d'avoir une réponse aux questions fondamentales que nous avons. Alors, vous venez de fêter vos 15 ans quand votre père adoptif est muté à Oran. Alors, c'était à 750 km de chez vous. Vous hésitez à partir, évidemment, à quitter votre région. Mais là, votre père biologique tranche. Il vous dit, vous y allez. Mais il le faisait, encore une fois, je ne lui en ai jamais voulu, parce qu'il le faisait avec dans une intention d'amour. Et non un pas incroyable du tout. amour, bien sûr, Voilà. absolument. Et ça a été très difficile Très pour dur, lui. là, vous dites, toutes les amarres sont rompues à partir de ce moment-là. Absolument. Alors, à ce moment-là, vous commencez à vous intéresser aux évangiles et vous êtes bouleversé, et il y a de quoi, évidemment, par le message d'amour de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. C'est une vibration, une puissance que chaque être humain a en lui et qui représente véritablement une énergie. Là, vous décidez de vous convertir au christianisme. Vous passez votre temps à la cathédrale d'Oran. Oui. Vous êtes vraiment, vous servez la messe, etc. Mais vous n'arrivez pas à en parler à votre famille, quoi. C'est-à-dire que je pouvais paraître un peu comme quelqu'un qui aurait trahi. Voyant que vous ne retournez plus au village, votre père biologique décide de venir à Oran. Et là, il vous découvre impeccablement habillé, avec des gants
beurre frais à la main, parce qu'à l'époque, on portait les gants à la main. Vous allez au théâtre, vous allez à l'opéra, vous écoutez de la musique classique. Je suis en train de devenir véritablement un petit occidental. Voilà. Alors ce jour-là, votre père vous demande de rentrer, mais vous ne rentrez pas. Oui, et je prends une option définitive parce que je ne pouvais pas être écartelé entre mes deux cultures. C'était l'écartèlement, on ne peut pas tenir longtemps l'écartèlement. Vous restez, vous ne reverrez plus jamais votre père, vous n'irez pas à l'enterrement, hein? Non, même pas. En 1958, en pleine guerre d'Algérie, un jour, vous êtes avec votre père adoptif en train d'écouter à la radio une allocution du maréchal Juin. Et là, je ne sais pas trop pourquoi, vous faites remarquer à votre père adoptif que le maréchal Juin a une voix un peu féminine. Et l'autre, un gaulliste de la première heure, qui était menacé de mort d'ailleurs à l'époque pour des raisons politiques, il réagit très violemment, très violemment. Il vous dit « Demain, je ne veux plus te voir à la maison ». Il vous vire. Réaction tout à fait rationnelle, mais que j'ai compris parce que c'était un gaulliste effectivement inconditionnel, au milieu du monde de l'OAS, etc. Sa voiture avait été plastiquée, il était menacé de mort, et j'ai compris que ce qu'on appelle la goutte qui fait déborder le vase, ensuite on rentre dans un monde complètement, justement, dans cette irrationalité. Pierre, est-ce que vous lui avez pardonné? Ah, tout à fait. Alors, vous prenez un paquebot pour la France, vous arrivez à Paris en 1959, vous devenez ouvrier spécialisé à la Someca, et là, alors, vous découvrez l'entreprise, la hiérarchie, les horaires fixes, les pointeuses. C'est là où la fréquentation des philosophes vous amène à vous interroger finalement sur les différentes conjonctures. Et moi, ma conclusion, c'était que l'homme était aliéné par la modernité. Oui. Et que donner toute sa vie en échange d'un salaire, moi, ça ne me convenait pas du tout. Et je considérais que ma vie valait plus qu'un salaire. Et quand on parle de l'aliénation, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait appeler un itinéraire d'incarcération de l'être humain, et là, l'image que j'ai trouvée, c'est-à-dire de dire, écoutez, il y a incarcération, puisque de la maternelle à l'université, on est enfermé. Dans un bahut. Ensuite, tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes, etc. Même pour s'amuser, on va en boîte. On y va comment? Dans sa caisse. Et puis, il y a la boîte à vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Alors voilà, bon, c'est quand même dans cette entreprise que vous allez rencontrer l'amour en la personne de Michel. Et c'est là qu'en 1961, en pleine période des 30 glorieuses, vous décidez d'aller à contre-courant de l'exode rural. L'exode rural, c'est Jean Ferrat, la montagne, hein, bon voilà. Et vous allez vous installer en Ardèche avec Michel. Mais en 61, c'est-à-dire 7 ans avant les utopies de 68 qui ont libéré tout ça. Je vais retourner à la terre et je vais me rapprocher des sources de la vie, c'est-à-dire la nature. Et comment je vais faire? Eh ben, je vais devenir paysan. Voilà. Alors vous décidez de vous installer en Ardèche et quand vous découvrez l'agriculture ardéchoise, vous êtes effondré par l'utilisation des engrais. Vous dites on est dans une guerre chimique contre la nature. Et on était dans cette ambiance de poison que l'on met dans la terre avec les engrais chimiques, poison que l'on répand dans l'environnement. Donc on n'était pas dans une voie qui me convenait puisque je n'étais pas venu pour déclarer la guerre à la vie. Voilà. Vous vous intéressez désormais à l'agroécologie, c'est-à-dire traiter la terre avec l'humus, enfin en la préservant, en la respectant surtout. Et vous découvrez ce que vous appelez la sobriété heureuse, qui est une espèce de morale pour vous finalement. Au début, vous êtes obligé de faire plein de petits boulots. Heureusement, vous faites des fromages, ça vous aide quand même beaucoup. Et puis après 68, les idées changent et beaucoup de stagiaires commencent à vous découvrir, à venir du monde entier. Et la ferme commence à marcher. Cette agroécologie, vous allez l'exporter en Afrique, au Burkina Faso. Vous partez souvent. Vos enfants regrettent un peu de ne pas vous voir, mais enfin, c'est pour la bonne cause. Mais vous partez quand même. Donc, voilà. Et en 2002, vos amis vous poussent à vous présenter au présidentiel. Et là, vous parlez de décroissance. Une civilisation, dites-vous, de la modération. Et aujourd'hui, on affirme, tout le monde affirme, que l'agroécologie est la seule façon de résoudre le problème de la faim dans le monde. Nourrir tout le monde, bien sûr. Nourrir, ça, l'agroécologie peut nourrir absolument tout le monde. Le nord, le sud, partout, partout.
L'agroécologie prend en compte le fait que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc elle entretient la vie. D'un côté, on a une agriculture qui produit et détruit, et ne peut pas produire sans détruire. Et de l'autre côté, vous avez l'agroécologie qui produit non seulement sans détruire, mais régénère, comme je l'ai fait au Sahel, avec des sols difficiles. Oui, c'est une thérapie de la terre, finalement. C'est-à-dire que chaque fois qu'un paysan est formé à cela, eh ben, il participe à la régénération des sols, à la régénération de l'environnement. Alors, avant de se quitter, je voudrais dire que vous êtes aussi à l'origine du mouvement des colibris. Oui. Et je voudrais que vous nous racontiez l'histoire des colibris. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'on est dans une espèce de marasme, dans l'incertitude totale par rapport au futur. Et dans cette situation-là, on s'est dit, alors très souvent on dit, bah, c'est l'État, c'est la politique, c'est je ne sais pas quoi qui est responsable, le bouc émissaire en permanence. Et j'ai eu la chance donc de tomber sur un petit conte amérindien qui dit qu'un jour il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux étaient atterrés, découragés, etc. Et le petit colibri, ce petit oiseau tout gracile, tout presque insignifiant mais très beau, lui, il va prendre quelques gouttes d'eau dans son bec, il les jette sur le feu et il s'active. Le tatou qui est là le regarde depuis un bon moment et lui dit « Colibri, tu n'imagines quand même pas que c'est avec ça que tu vas éteindre le feu ». Il le regarde en face et lui dit « Je le sais, mais je fais ma part ». Voilà. Je fais ma part. Ça sera le mot de la fin. Je rappelle le titre du dernier livre qui vous est consacré, Pierre Rabhi, Semeur d'espoir, entretien avec Olivier Lenaire, chez Actes Sud. Merci d'avoir été avec nous. Ça nous fait du bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi soir avec Enora Malagré qu'on retrouve dans Touche pas à mon poste et sur Virgin Radio tous les soirs à 21h. Edwy Plenel, directeur de Mediapart. Florian Philippot, vice-président du Front National, merci d'avoir été avec nous. Sohan, l'album s'appelle Sens Interdit et le single Me laisse pas seul. Merci. François Gémen, docteur en sciences politiques, et Pierre Rabhi, semeur d'espoir chez Actes Sud. Rendez-vous ici la semaine prochaine et d'ici là sur canalplus.fr. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.